Abdelkader. C'est plus facile que tu me présentes. Voilà, oui, ça sera mieux qu'Abdelkader présent. Oui, alors là, présenter Patrick, c'est un petit peu complexe, mais c'est très complexe, parce que on peut dire qu'il est architecte, mais il se refuse de le dire ni de l'être. On le sait qu'il n'a jamais inscrit à l'ordre des architectes. Il sait jamais, mais il est maintenant architecte, titre honoraire, c'est ça? Ouais. Voilà, il fallait bien qu'un jour ça arrive. Non, moi je vais pas décrire la carrière de Patrick Bouchain. Elle est quand même, ça fait 40 ans de carrière à décrire. Le nombre de bâtiments, il y a un nombre de bâtiments qui sont devenus comme des références dans on va dire dans la mémoire collective. Zingaro, enfin tout le monde connaît le théâtre. Donc il y a la Grange au Lac par exemple à Évian qui est mon préféré, mon bâtiment préféré, parce que je lui trouve une beauté mélancolique. Je l'avais dit la dernière fois. Le travail avec Buren pour les colonnes. Donc en fait, d'une manière très très simple, si vous vous baladez en France comme ça, il y a toujours du Bouchain quelque part. Il y a toujours du Patrick Bouchain. Mais pour résumer conceptuellement son travail, moi je me suis rappelé tout à l'heure en venant du texte d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, où après avoir parlé du suicide au début, à la deuxième page, il annonce qu'il y a deux grands modes de pensée. La palisse et Don Quichotte. Donc l'évidence, où aller se battre comme ça contre des moulins à vent. Et je pense qu'il y a deux catégories d'architectes. Il y a les architectes de l'évidence, et puis il y a les Don Quichotte, ceux qui croient encore qu'il y a des combats à mener. Patrick fait partie certainement de la deuxième catégorie. Ce n'est pas du tout un architecte de l'évidence. Et il le prouve encore, puisque là, il part dans une sorte de nouvelle guerre qui s'appelle la preuve par 7, mais tu en parleras tout à l'heure, qui est une nouvelle conquête pour aller agir sur la loi. Et parce que l'architecture, ce n'est pas la construction, l'architecture, ce n'est pas le bâtiment, l'architecture, c'est le monde bâti des hommes. Donc c'est quand même quelque chose de très très sérieux, qu'il faut prendre au sérieux. L'architecture, ce n'est pas une petite affaire. Donc, il part comme ça sur des combats où il essaye de décortiquer toutes les étapes qu'il y a dans l'architecture, du dessin à la loi, à la réglementation, à qui est l'auteur de l'architecture, ainsi de suite. Et ça dure depuis 40 ans. C'est notre plus beau Don Quichotte. Et je suis fier de l'avoir rencontré et d'avoir acquis dans notre collection au FRAC Centre-Val de Loire, parce qu'il nous a fait la donation de son archive. Je voulais le faire parce que nous partageons tous les deux, et je lui dis aujourd'hui, nous partageons tous les deux un amour, enfin nous partageons la même femme qui s'appelle l'Algérie. Et nous, évidemment, quand on partage le même amour, il y a un moment donné où il faut quand même se raconter les souvenirs de cet amour. Et l'exposition, je l'ai écrite dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on écrit le souvenir d'un amour partagé alors qu'on ne se connaissait pas d'avant? On s'est connus depuis une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on se fréquente. Mais l'amour pour l'Algérie, pour moi, il date depuis 50 ans et lui aussi. Et il y a 50 ans, il était en Algérie. Donc, il y a ça. Et c'est pour ça que le livre... il fallait faire confiance à son dessin. Et il faut vivre ce livre comme une confiance faite à son dessin et comme un voyage dans ses moments les plus intimes. Et je suis heureux qu'il ait accepté que l'on fasse ça. Merci beaucoup. Donc voilà. Les archives sont... Non, donc du coup, en effet, j'ai déposé la totalité de mes archives au Fonds régional d'art contemporain, déposé donné. Et essentiellement aussi parce que Abdelkader y était, oui. Parce que Pompidou voulait des morceaux, le CCA Montréal des morceaux, la Cité de l'Architecture des morceaux, et Abdelkader voulait tout. Ben oui, et dans ce totalitarisme que j'aime bien, je lui ai tout donné, et comme ça, c'est Abdelkader qui gérera les prêts. Et mon amour de l'Algérie vient quand même de ma rencontre avec Pierre Guyota. Donc pour faire la boucle, puisque je militais dans le 6e arrondissement avec Pierre Guyota. Voilà. Donc je suis rentré dans l'Algérie par la littérature et par le drame de Pierre. Voilà. Donc écoutez, merci. En effet, ce sera modeste, parce qu'on est dans une librairie somptueuse, mais qui n'est pas une librairie d'architecture. C'est un drame. D'ailleurs, toutes les librairies d'architecture ont disparu. Voilà, et donc, c'est pourquoi les librairies trop spécialisées n'ont pas pu tenir face à Amazon. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'exemple de ça. Ça, c'est un livre qu'on a fait donc avec un appel de fonds
comme on dit là, sur Internet. On a eu l'argent pour le faire. On l'a fait avec un petit éditeur qui est à côté, qui est locaux. Et on en a vendu 1000 en une semaine avant qu'il soit en librairie. Voilà, c'est donc il y a un réseau, même si c'est, comme disent l'ancienne ministre de la Culture, un prédateur, Amazon, c'est aussi un diffuseur. Oui, oui. Là, il faut vivre avec. Oui, non, bien sûr, mais nous, on lutte contre ça. On a quand même créé des Paris Librairie, mais effectivement, on n'a pas les mêmes. Eux, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas leur personnel et tout. Bon, je veux moi, j'achète des slips chez Uniqlo qui sont fabriqués en Chine. Bah, oui, je ne vais pas vous les montrer, mais. Aussi. Voilà, on est plein de contradictions. Alors, il y a ces jeunes gens, je suis sûre qu'ils veulent te poser des questions. Allez, les jeunes gens. Allez, approchez-vous. Parce qu'ici, c'est comme un bureau de vote. Là, on est le scrutateur et le président. Voilà. Allez, les jeunes gens, parce que vous vouliez le rencontrer. Non, mais moi, en fait, j'ai été invité par Adrien. Donc, je n'ai pas connaissance du livre. Il y en a beaucoup, des livres. Oui, ben c'est ça, parce que... Il y a un livre en particulier. Non, mais oui, aujourd'hui, il y a celui-là. C'est celui-là qui est sorti il y a 15 jours chez Actes Sud, mais coédité avec le Fonds régional d'art contemporain d'Orléans. Celui-là qui est sorti il y a un mois, donc qui est sorti avec Loco, qui est un petit éditeur. Puis celui-ci qui est peu diffusé et qui est un livre que j'ai fait avec la Fondation de France sur 11 ans de travail sur un logement social dans un village de Tardèche. Et les autres sont édités chez Actes Sud. Parle un peu de... Oui, oui. Non, je vous en prie. Qui est lié du coup à votre travail, voilà, au type de travail assez spécifique que vous avez dans le milieu de l'architecture, qui est de plus en plus suivi. On l'a vu avec Encore Heureux à la Biennale. Mais du coup, je voulais savoir votre regard sur justement... Un peu, j'ai eu l'impression, j'ai vu le livre, je ne suis pas allé à la Biennale, j'ai vu le livre de la Biennale de Encore Heureux. Si vous avez un avis sur le fait d'avoir un peu... J'ai l'impression qu'il y a un abandon de l'architecture dite savante. C'est-à-dire que c'est plus lié au bricolage ou à d'autres formes de on arrive dans l'os, mon ami. Et je trouve que par rapport à d'autres pavillons, il y avait quelque chose, il y avait une vraie rupture entre le pavillon français et d'autres pavillons. Et moi j'ai un avis, je trouve que c'était radicalement différent par exemple du pavillon suisse, du pavillon, peut-être le pavillon anglais non, mais c'est du pavillon suisse qui a gagné. Et moi j'ai un point de vue là-dessus, si vous voulez. Moi je pense que je suis peut-être ni l'un ni l'autre, les deux mouvements, parce qu'en effet, il y a, comme toujours, il y a un excès. Il y a eu trop d'architecture, on va dire, monumentale, ou un objet ne représentant que lui-même, et peut-être face à ça, trop une architecture militante sans esthétique. Et moi je pense qu'il y a une architecture populaire, et donc une architecture savante, parce que je pense que voilà, dans l'architecture populaire, il y a du savant, il y a une imagination savante dans l'architecture populaire. Et donc, du coup, c'est le regard que Abdelkader a porté sur mon travail, considérant que c'était ni l'un ni l'autre, mais peut-être qu'il y avait dans ma façon de faire de l'architecture une réhabilitation du construit, voilà, au sens d'un projet qui exprime la société dans laquelle on est. Et c'est vrai que la société dans laquelle on est n'est pas non plus une société bricolée, et elle n'est peut-être plus non plus une société monumentale, comme l'a été l'architecture, et l'est encore l'architecture de représentation, quoi. Mais je vais laisser Abdelkader le dire, parce que, comment non? Tu me fais dans le pied de doigt. Non, mais parce que je pense que, en effet, c'est complexe, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de mouvements de jeunes qui se rattachent à ce que j'ai fait, et ce sont des collectifs, comme on dit, et donc ces collectifs sont de compositions diverses, et ont tendance quand même à se rattacher au métier tel qu'il est dans la corporation, qui est le métier des architectes, on pourrait dire, voilà, revendiquant le titre d'architecte. Et moi, j'ai pensé qu'à un moment donné, l'architecture, elle était le produit d'un mouvement beaucoup plus large, et parce que j'ai connu, grâce à Nicole, ici, parce que dans cette rue habitait quand même un très grand philosophe, Lefebvre, et tu étais ami avec lui, elle l'a amené à l'école
qu'on a créé. Pour moi, il a été un modèle, voilà, donc, quand j'étais étudiant. Et donc, c'est vrai que la sociologie, à l'époque où j'ai fait mes études, était un modèle. C'est-à-dire qu'on voulait faire de la politique et de la sociologie, et on pensait que c'est ce qui sortirait, disons, l'architecture de son ornière. Et en même temps, la sociologie non plus ne l'a pas sorti, et la philosophie non plus ne l'a pas sorti. Et moi, j'ai défendu l'idée qu'il fallait passer à l'acte et faire les choses, et les faire, comme le disait tout à l'heure Abdelkader, de manière comme ça, en ne sachant pas ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'en se mettant en mouvement pour la faire, et en relevant ce défi, qui est que les hommes ont toujours construit, et que l'architecture savante, elle est populaire. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas aller plus loin de ce que tu dis par rapport à tes concepts. Je voudrais juste peut-être resituer la question aussi de l'architecture sur quel est le pourquoi de l'architecture. Parce que au fond, c'est ça la question qui va trancher entre ce que vous décrivez comme une architecture bricolée. En fait, le pavillon français, c'était le plus savant de tous les pavillons. Il était organisé comme un cabinet de curiosité très savant, avec un héritage français très 18e siècle. C'était extrêmement écrit. Il n'y avait aucune... comment dire, il y avait pas d'imprévu. Il y avait par contre ce que Hannah Arendt appelait les improbabilités infinies, qui permettent au miracle d'advenir et à la liberté, etc. Mais là, il faut relire Hannah Arendt. Mais il n'était pas bricolé, loin de là. Au contraire, il avait un agencement extrêmement scientifique, mais il faut s'entendre sur qu'est-ce que c'est que science et quel est le pourquoi de l'architecture. Si le pourquoi de l'architecture, c'est d'abord de reconstruire l'origine de l'endroit où nous devons vivre, ben là, l'expérience de Patrick Bouchain prouve qu'on peut faire de l'architecture sans creuser le sol. C'est une remise en cause fondamentale de la manière avec laquelle on pose l'architecture. Mais il faut voir son travail dans cette perspective. Moi, j'utilise toujours un terme maintenant qui me tient à cœur, avec lequel je décris le travail de beaucoup d'artistes et d'architectes, ce que j'appelle la tendresse subversive. Patrick Bouchain pratique une architecture de la tendresse subversive. Ah, c'est très beau, ça. Et cette tendresse subversive, à savoir que la fragilité d'un être, ou la fragilité d'une architecture, ou la fragilité d'une action, met en péril un pouvoir, met en péril une situation. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous vivons quand même dans une société où l'acte le plus généreux, le plus doux, le plus tendre, qui consiste à sauver un être humain de la noyade, est condamnable juridiquement. Nous sommes quand même dans un paradoxe absolument délirant où sauver quelqu'un de la mort est condamnable. Donc ces gestes de tendresse ou cette attitude de la tendresse, on la retrouve dans le travail de Patrick Bouchain. Et ça ne participe ni du collectif, ni du bricolage, ni du savant. Ça participe avant tout de savoir qu'il y a une remise en cause de la notion du projet, qui n'est plus pensé comme quelque chose qui décrit la chose. Le projet ne décrit pas ce qu'il va faire. Au contraire, le projet découvre ce qu'il va faire. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver chez tous les artistes. Et vous allez retrouver ça depuis les années 50 avec les radicaux italiens qui remettent en cause la construction, qui remettent en cause le bâtiment. Donc on est dans une filiation, la préoccupation de l'architecture qui est celle de dire est-ce que l'architecture c'est le bâti, c'est pas suffisant. Est-ce que l'architecture c'est le construit, c'est pas suffisant. Est-ce que l'architecture c'est l'usager, c'est pas suffisant. Est-ce que l'architecture c'est l'environnement, ce n'est pas suffisant. Alors si vous additionnez la totalité de ces choses-là, vous avez du mal à gérer la complexité. La seule manière de gérer cette complexité, c'est ce que j'appelle être atteint par les éléments de la nature. Et si vous analysez bien les bâtiments de Patrick Bouchain, ils sont à chaque fois atteints par leur environnement, atteints par leur usager, ce qui donne leur forme et ce qui donne leur résultat. Et c'est pour ça qu'ils participent de cette tendresse subversive. Moi, je tiens à mon affaire. Ah non, mais moi, il n'y avait aucune... je parlais pas justement, parce que Patrick Bouchain, son atelier d'architecture s'appelait Construire. Oui. Je pense que c'est assez juste par rapport à son travail, notamment à Boulogne-sur-Mer. Mais je parlais plus de la Biennale d'un point de vue. J'avais une question à lui poser par rapport à ce qui était présenté à la Biennale. Et par exemple, quelqu'un comme, j'en sais rien, Cisa s'imprègne de son environnement et de ce qui se passe autour de lui. Il fait une architecture populaire, mais d'une autre façon que ce qui a été présenté, je ne parle pas du travail de Patrick Bouchain, mais de ce qui a été présenté à la Biennale d'architecture. Au pavillon français, vous voulez dire? Au pavillon français, voilà. C'est plus ça ma question. C'est-à-dire que ce que vous dites sur s'imprégner d'un contexte, s'imprégner d'un site,
Créer une architecture populaire, il n'y a pas qu'une façon de le faire aussi. Et dans ce qui a été présenté, là c'est mon avis, je pense que je suis assez d'accord avec Patrick Bouchain, il y a quelque chose une réaction à l'extrême inverse. C'était quelque chose de justement où le savant était presque absent. Alors là, il faut me donner une démonstration. En quoi la friche de la Belle de Mai n'est pas savante? En quoi le projet de Encore Heureux n'est pas savant? En quoi est-ce que ce n'est pas savant? Non, le 104, c'est vrai que c'est très savant. Il n'y a pas que le 104. Non, mais il faut s'entendre sur cette question du savant. C'est-à-dire que là, vous opposez en fait l'autorité du savant à la non-autorité du bricoleur. Ça ne se passe pas à cet endroit-là. Et ça, non, c'est-à-dire dessiner des détails, dessiner des... Enfin, et aussi faire appel à des artisans qualifiés. C'est-à-dire que en fait, c'est d'une certaine façon la mort de l'artisanat au profit du bricolage ou au profit... Mais c'est pas... Moi, c'est une vision... Tu as vu ça, toi? Non, et je comprends un peu ce qui se dit et ce qui se dit dans les écoles d'architecture. Parce que moi, je fais beaucoup de conférences dans les écoles d'architecture et je vois bien qu'il y a à un moment donné un enseignement qu'ils considèrent comme savant ou comme académique. Et donc, cet enseignement, ils s'aperçoivent que ça ne correspond pas à la réalité du métier dans lequel ils veulent rentrer, mais ça correspond un peu à la commande que la commande publique, que la commande privée attendrait. Et donc, quand ils veulent sortir de ce modèle, ils ne peuvent en sortir que par la marge. Et la marge devient le bricolage. Et donc, toi, d'ailleurs, tu l'as fait souvent, cette critique de ceux qui se recommandent de moi ou ceux qui ont travaillé avec moi et qui, après, donc, ont créé des collectifs. Ils ne vont dans le collectif que pour, en effet, exercer autrement la profession, mais ils veulent quand même atteindre un peu le modèle tel qu'il est défini dans la commande pour essayer d'y rentrer autrement. C'est-à-dire qu'ils veulent quand même accéder à la commande. Alors que là, enfin, ce que vous êtes en train d'écrire, moi, c'est ce que je travaille depuis le début, c'est remettre en cause la commande. C'est de dire qu'en fait, la commande ne peut pas venir de quelqu'un, même d'un collectif. Peut-être que la commande, elle vient d'un acte, qu'elle vient d'une façon de faire, d'une façon de vivre et autres. Et elle produit une architecture qui, en effet, pour certains, peut apparaître comme un bricolage, puisque même Lacaton et Vassal disaient « Ah, il fallait nous le dire, qu'il fallait construire comme un cochon pour être publié. » La première fois où j'étais publié, Lacaton Vassal a dit ça. Ou, je sais pas, mettons, Frédéric Edelman dans Le Monde a dit « Ah, je ne savais pas que pour être publié, il fallait ne pas avoir de colonne vertébrale. » Et donc, en effet, c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à faire, on a considéré que c'était à chaque fois du bricolage. Et 1 + 1 + 1 + 1 a démontré que ça n'était pas du bricolage, c'était une tentative, comme tu l'as dit tout à l'heure, une tentative, en effet, de se confronter au réel pour voir qu'est-ce que le réel peut produire. Et donc, aujourd'hui, il y a certains collectifs qui croiraient que on peut faire comme ça, voilà, ou que formellement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on fait que formellement comme ça apparaît que comme du bricolage. Il faut remettre quand même à la base qui commande, qui construit, qui s'en sert. Et là, tu l'as dit, c'est ni le social, ni le culturel, ni, mais c'est tout. Et donc, comme aujourd'hui, on est dans une société divisée, et on la voit bien comment elle se comporte, cette société, avec les gilets jaunes. Parce que là, moi, j'ai passé ma semaine en province et j'ai rencontré plein de gilets jaunes. En fin de compte, le mouvement des gilets jaunes, c'est aussi des gens qui veulent reparler entre eux. Il n'y a pas que ceux qui veulent faire baisser le prix d'essence ou rouler des voitures. Il y a une multitude de gens qui s'installent sur des endroits qui ne sont plus considérés, et on en parlait tout à l'heure, dans l'architecture et dans l'urbanisme, comme les lieux mêmes de la vie. Le premier lieu de rencontre de deux individus, c'est un carrefour. C'est deux personnes qui se rencontrent, et parce qu'elles se rencontrent, elles se parlent, et parce qu'elles se parlent, elles s'aiment, et peut-être parce qu'elles s'aiment, elles font souche, comme on dit. Et on pourrait dire que les endroits où la société a contrôlé les choses, ce sont les ponts, les portes, les octrois. Voilà. Et aujourd'hui, on a fait des péages d'autoroute, des lieux qui sont en fin de compte des contrôles policiers, et on a fait en fin de compte des ronds-points, des lieux sur lesquels on ne peut pas s'arrêter. Et donc c'est assez drôle, tout le mouvement des gilets jaunes s'installe sur les ronds-points et au péage. Donc c'est comme si on réintroduisait la vie là où l'urbanisme contemporain en a fait qu'un contrôle policier. Et donc je trouve que, voilà, moi j'aurais envie demain de travailler sur ça. Enfin, j'ai déjà travaillé sur ça, travailler justement sur comment un rond-point, un jour un urbaniste défendait les ronds-points, et j'avais dans la salle un cardiologue qui dit « Mais monsieur, vous ne comprenez pas, le rond-point c'est la congestion. Car le rond-point, c'est le moment où il n'y a plus de pulsion. »
Voilà, c'est le moment où il y a un flux continu. Alors que le cœur, c'est celui qui justement permet d'assurer les passages au carrefour. Et donc il faut l'arrêt et le départ, l'arrêt et le départ. Voilà, et donc tout ça pour dire que, en effet, il y a peut-être, pas toi, pas certains, mais il y a encore une incompréhension du travail que j'ai fait, où pour certains c'est que de la plastique, que du théâtre, que de l'art, et pour d'autres ça n'est que du social. Et que de la merde, on pourrait dire, si on va très vite. Tout à fait, voilà. Tout à fait, tu as utilisé le bon mot. Voilà. Non, moi je voudrais juste dire un mot. Enfin, au moment où on a découvert l'archive, on se rend compte parce que c'est le dessin au fond qui donne la qualité il faut pas oublier ça. Patrick Bouchain dessine, il dessine très très bien. Et je pense qu'il faut apprendre très très bien à dessiner. Je vais citer un artiste, Twombly, par exemple. Quand on voit les Twombly, on a l'impression que c'est du grabouillis. Mais Twombly savait très, très bien dessiner pour pouvoir faire ce petit geste simple. Pour que Picasso fasse des petits trucs avec de l'aluminium, on en avait parlé la dernière fois, qui sont juste des bricoles qui apparaissent des chefs-d'œuvre, c'est qu'il a vraiment appris à faire une sculpture et à faire du dessin. Donc, c'est clair qu'il y a une véritable maîtrise du dessin, de la culture constructive dans le travail de Patrick Bouchain, mais où il y a cette magie particulière, en fait, qui cède au moment où le projet apparaît. Elle cède pour autre chose, pour une autre apparence qui est moins dominante, moins on va dire, moins dictatoriale, même si par sa beauté, elle peut apparaître quand même comme dépassant les gens qui la visitent. Et certains bâtiments de Patrick, quand on est dedans, on est quand même emporté, il faut dire la vérité, mais on est emporté par la qualité de la structure, par la qualité de l'espace, etc. Mais ça, je vous rejoins, c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça de partout. Mais j'ai eu le sentiment inverse, moi, en visitant le pavillon français. Je l'ai trouvé trop intello. Moi, je l'ai trouvé trop intello. C'est ça ce qui m'a gêné. Moi, je reviens un petit peu en arrière dans La Vie-l'œuvre de Bouchain, de Patrick. Je voulais savoir, tu avais commencé une collection que j'ai trouvée extraordinaire. Là, j'ai plus que des textes de... Et je voudrais que tu parles, parce que le principe de cette collection était absolument génial. Donc, ça, c'est un peu la conversation qu'on a là. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'à un moment donné, l'architecture ne pouvait pas être montrée que par des images, que par des plans, que par des maquettes. C'est pour ça que j'ai caché pendant très longtemps, les maquettes, les plans, les dessins, car pour moi, l'architecture, elle est construite. Donc avant, il y a un préalable, on a besoin d'outils, mais elle est construite. Et donc j'avais tenté de faire une collection d'architecture chez Actes Sud, qu'on a appelé l'impensé, qui était: est-ce que l'architecture peut être un récit ? Et donc, bien sûr, j'ai eu du mal à trouver des auteurs. Donc j'ai commencé le premier livre et j'ai raconté mon propre récit. Donc c'est ce livre. Et comme je voulais pas que ce récit donne l'impression que je me parlais moi-même, j'ai donc fait faire des récits complémentaires par des gens avec lesquels je travaillais. Un architecte que j'admire, Lucien Kroll, un artiste que j'admire, Daniel Buren, un paysagiste que j'admire, donc Gilles Clément, un cinéaste que j'admire, Ottavio Celiani, et puis à l'époque j'avais un philosophe qui me collait au basque, avec lequel je ne voulais pas travailler, et qui avait mis en place l'université populaire, et donc Michel Onfray voulait absolument écrire un texte. Donc j'ai accepté qu'il écrive un texte dans ce livre, et on s'est fâché immédiatement après. Donc ce livre a été réédité plusieurs fois, puisque là il en est à 8000 exemplaires, et donc je n'ai pas retiré le texte de Michel Onfray, parce que c'est un texte qu'il a écrit à un moment donné, bien qu'il ait écrit un livre contre moi après, en considérant que j'étais... non mais comme je lui ai dit après au téléphone, c'est formidable, j'ai rencontré Pol Pot, donc comme ça... Et alors donc, du coup, j'ai fait 14 ouvrages dans cette collection. Quelquefois, c'est des bâtiments que j'ai faits ou des actions que j'ai menées, comme à Boulogne et autres, et c'est donc d'autres personnes qui racontent. Donc, mettons, Colline Serrault a raconté une fois l'Académie Fratellini, puisque Colline Serrault était trapéziste. Voilà, donc, et Colline voulait raconter une histoire d'architecture. Et puis, c'est assez drôle, ça s'est éteint. C'est-à-dire que je ne trouvais pas d'auteur. À chaque fois qu'il y avait un architecte qui me disait « ta collection est formidable, est-ce que je peux éditer dedans ?» C'était toujours pour me ramener un projet avec un plan, des coupes et tout. Et donc, du coup, j'ai arrêté. Alors, j'ai pris la décision, il y a un an, donc, d'arrêter cette collection. Mais j'en ai ouvert une autre qui s'appelle Le Domaine du Possible, qui est donc, du coup, peut-être moins prétentieuse et qui coûterait moins cher, qui serait en effet... peut-être d'accepter de publier, on peut pas dire n'importe quoi, mais d'accepter de publier quelque chose qui n'est pas programmé.
En fait, on rencontre je sais pas, un chercheur, un penseur, il a un manuscrit et il faut l'inscrire dans un plan d'édition qui est très compliqué, comme ça n'existe pas, c'est de dire bah, je le prends. Voilà. Et alors, du coup, comme Jacques Lang voulait en faire un dedans, et que Jacques Lang, des fois, il a les yeux plus gros que le ventre et tout, donc je l'ai fait à sa place. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai raconté sept projets que j'ai fait donc grâce à lui. Voilà. Et donc du coup, je voulais donner cette idée, cette envie de raconter, y compris par un politique, son acte au travers de l'architecture. Et il y a donc là-dedans de raconter une école avec dans laquelle j'ai travaillé avec Nicole Marchand, qui est l'école de création industrielle, donc en 82. Voilà, et l'autre jour, Nicole a fait un compliment d'ailleurs que je n'avais jamais entendu, parce que j'ai pris ce bâtiment, c'est Alice qui l'a trouvé, qui est là-bas. Alice l'a trouvé en faisant les courses, et il était à louer, je suis allé le louer, et le lendemain, j'ai dit on ouvre l'école dans 6 mois, et j'ai aménagé moi-même l'école en faisant comme si c'était chez moi. Et l'autre jour, parce que l'école n'est plus la même, mais il y a encore des fondements quand même de notre temps. À chaque fois qu'elle est en grève, elle revient sur les fondements, c'est drôle. Et donc Nicole a dit, c'est drôle, ce bâtiment avait une très grande élégance, parce que moi j'avais tellement peu d'argent que je l'ai fait juste en le repeignant en blanc, tu vois, comme un... et en gardant les portes telles qu'elles étaient, les WC à la turque tels qu'ils étaient. Jamais j'ai pensé faire un projet d'architecture. Et c'est vrai qu'elle avait une très grande élégance par le bâtiment qu'elle était. Elle avait été construite par un Hollandais, qui avait été l'ingénieur de Perret, quand Perret a pris un ingénieur pour le théâtre des Champs-Élysées, et qui a fait un bâtiment en béton sur des sections bois, sur des tailles de sections en bois. Et donc, ce qui est très surprenant, les poteaux étaient trop petits pour être en béton, et donc, bien entendu, les pompiers ont exigé par la suite d'épaissir les poteaux, et le bâtiment a perdu son élégance dès le moment où il a été épaissi. Et que une question de centimètres. Voilà. Donc, en effet, c'est quand on a 50 ans ou 47 ans de vie, on peut en raconter comme ça. C'est compliqué, plus compliqué pour vous, parce qu'en effet, le monde a changé. Moi, c'était dans un monde progressif. Il y avait une sorte de modèle connu, une contestation du modèle connu, rentrer dans la marge pour mettre en péril le modèle connu, lentement militer dans ce modèle connu, y compris en politique et autres. Parce que, en plus, j'ai milité avec Guy, qui est ici, on était tous les deux dans une cellule du Parti communiste quand même. C'était l'éditeur du Sans Pareil, René Ilson quand même. Les meubles, les éditions sociales. Oui, les éditions sociales. Mais les meubles, c'était du Pierre Charot. C'est pour ça que c'était Pierre Charot, quoi. On se réunissait dans un truc, c'était un monde de fous, quoi. Pierre Guyota était là, quoi. C'était un truc. Ça veut dire qu'il y avait un moment, on avait de quoi construire, on avait de quoi. Vous allez rentrer dans un monde plus mobile, plus où voilà, les choses changent plus vite et on ne sait pas bien pourquoi on les change, quoi. Donc c'est plus complexe. Mais en effet, je vous donne tout le courage d'être des Don Quichotte du monde moderne. Parce que c'est comme un médecin. Un médecin, ça soigne une personne. Et en soignant une personne, ça peut atteindre une épidémie. Ça peut mettre en cause une épidémie. On ne se pose pas la question, on va d'abord soigner tout le monde. On soigne d'abord une personne. Et sur cette personne, éventuellement, on peut trouver quelle est la cause de sa maladie et on peut faire une expérience pour soigner tout le monde après. Donc l'architecture, ça va être comme ça. On doit se dire, même si c'est une petite chose, eh bien, il faut la faire plutôt que d'attendre de tout faire. Et peut-être que cette petite chose retournera à l'ensemble. Donc je vous appelle vraiment à ne pas hésiter à faire les toutes petites choses. Il faut qu'elles soient toujours justes, c'est tout. Tous les matins, il faut demander qu'est-ce que je fais de juste aujourd'hui. Il y a d'autres questions. Le travail sur la ZAD, il a consisté à quoi particulièrement? Enfin, à reprendre ces bâtiments, simples bâtiments qui ont été construits, qui étaient là pour une manière sorte éphémère et qui maintenant vont peut-être rester ou comment? Alors sur la ZAD, c'est un sujet très, très compliqué, c'est parce que je considère qu'aujourd'hui, on ne laisse pas assez les gens expérimenter leur mode de vie. Donc oui, celui-là comme un autre. Et donc j'ai soutenu celui-là comme les autres. Et donc que ce soit des travailleurs ou des ouvriers dans un quartier populaire de Tourcoing qui ne veulent pas qu'on démolisse leur maison ouvrière parce qu'ils veulent mourir dans les maisons dans lesquelles ils ont habité quand ils étaient ouvriers, c'est une expérience qu'on ne leur laissait pas faire et je l'ai soutenue. Et là, c'était pareil, ils sont venus me voir tout de suite pensant que j'allais les sauver sur le plan politique. Et j'aurais dit, moi ce qui m'intéresse, c'est cette façon dont, pour répondre à l'absurdité
de continuer à construire un aéroport 50 ans après sa décision, c'est peut-être en occupant le territoire, hein, c'est du Élysée reclus, comme on dit, c'est reprendre pied sur le territoire pour savoir si en effet le territoire peut donner une réponse. Et je trouvais bien qu'il soit là. Alors après, du coup, je les ai soutenus en ne prenant jamais aucune position sur le contenu de leurs actions idéologiques. C'était de dire, vous avez pris possession d'un territoire qui était un territoire agricole, qui devait devenir un aéroport. Entre-temps, la vision de l'agriculture a changé et peut-être que les terres humides peuvent devenir nourricières alors qu'on ne les considérait pas au moment de l'agriculture intensive comme nourricière. Vous révélez que dans le temps long, peut-être on a bien fait de ne pas faire le truc et tout. Donc je les ai accompagnés sur ça. Et l'autre chose, Pierre, sur lequel j'ai mis l'accent, c'est est-ce qu'on peut en faire un cas d'école? Et donc, on a travaillé avec un lycée, comme on dit, appauvri, à Vitry. Et est-ce que des étudiants dans un lycée peuvent habiter avec des zadistes pour voir qu'est-ce que c'est qu'une expérience et en faire le relevé? Donc ça est le résultat d'un travail scolaire. Et bien moi je pense que si on faisait ça dans tous les lycées, c'est quoi une usine au chômage? Enfin, c'est quoi une usine qui ferme et le chômage? On habite 15 jours avec les chômeurs, on habite 15 jours avec les zadistes, et on pourrait habiter 15 jours avec les gilets jaunes pour comprendre le monde dans lequel on est. Et donc c'était surtout ça, le travail. Et donc c'est assez drôle, parce que c'est posé la question de la représentation. Voilà. Donc comment on représente une maison qui a été construite sans plan? Très compliqué. Et donc ça a été un débat très long. Est-ce qu'on prend un modèle unique ou est-ce qu'on prend le dessin de chacun? Moi j'étais pour le dessin de chacun, donc le professeur a préféré le modèle unique. Et donc ils ont numérisé les dessins qu'ils avaient faits à la main pour les rendre homogènes. C'est assez drôle. Mais j'ai posé aucune question. Moi j'ai juste imposé le photographe, puisque c'est le photographe avec lequel je travaille depuis très longtemps, Cyril Weiner, pour qu'on ait en même temps une vision, moi je pense que c'est sa qualité, qui est au-delà de l'architecture, et qui replace tout le temps l'architecture dans son environnement. Et donc, c'est là le travail. Et moi, j'aurais aimé, c'est presque un peu l'idée qu'il y a dans cette collection, elle est là, et c'est un peu l'idée qu'il y avait eu dans ce manifeste, qui était de dire, est-ce qu'on peut réformer le logement social? Et puis c'est un peu ça qui est fait avec la Fondation de France, qui est de dire, est-ce qu'on peut raconter un petit village qui a construit 3 logements sociaux et donner envie à d'autres d'en faire? C'est toujours l'idée d'une architecture qui est un récit, quoi. Je réfléchissais à cette notion de bricolage. Je ne suis pas architecte, donc je ne pense pas, je crois, les choses de votre point de vue, mais quand on pense par exemple au fameux texte de Lévi-Strauss dans La pensée sauvage sur le bricolage, dont lui se revendiquait comme une méthode, une effectivité, une application de sa propre pensée à l'écriture et à son système de pensée, c'est intéressant parce que lui, ce qu'il essaie de montrer, c'est vraiment qu'au fond, le point de vue qui oppose les choses savantes aux choses non savantes, c'est un point de vue ethnocentriste. En tout cas, pour dépasser ce point de vue, il faut penser les choses en termes de système et non pas dans ce terme dualiste. Et je suis frappé de voir qu'évidemment, c'est un sujet qui, du coup, intéresse aussi l'architecture. Et je pensais à la maison de Buster Keaton dans son petit film, où évidemment, il bricole. Il a des plans qu'il n'arrive pas à lire. Du coup, il bricole. Ça fait une maison extraordinaire qui change tout le temps. Et évidemment... ce bricolage-là, cette maison, le bricolage de Lévi-Strauss, le bricolage de La pensée sauvage, n'a rien à voir avec la question de la pensée savante ou de la pensée non savante. Il y a aussi bien une pensée savante à l'intérieur du bricolage et à l'intérieur de cette maison que construit Buster Keaton qu'à l'intérieur d'une maison d'architecte. Bon. Une cathédrale. Une cathédrale. Et non, voilà, c'est tout. En fait, c'est une remarque davantage qu'une question, mais... Quand j'enseignais, je faisais lire La pensée sauvage à mes étudiants. Oui, voilà, bon, ça m'étonne pas. Je faisais lire donc Marguerite Duras, L'homme assis dans le couloir, et La pensée sauvage. Et je demandais après, est-ce que de ça, on peut faire un espace? Est-ce qu'on peut construire un espace? Et donc, on faisait déjà des espaces grandeur construits, mais c'était une école d'art, c'était à Bourges. Et donc c'était autorisé parce que c'était une école d'art. Quand j'ai voulu le faire dans une école professionnelle, on pourrait dire, ou à finalité professionnelle, on me l'a interdit. Parce que les architectes doivent faire que des maisons et que des plans. Mais quand on prend par exemple le guide d'Irving Tailleux, une agence actuelle, il se réfère clairement au bricolage. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas exclu aujourd'hui dans les écoles. Peut-être que à cette époque-là, mais aujourd'hui dans les écoles, ils ont une influence très grande.
Je suis d'accord, mais vous savez, quand vous verrez ce que c'est qu'une vie, quoi. Quand on arrive à la fin de sa vie, on a été enfant. Donc on peut parler de l'enfance, après on peut parler de l'adolescence, on peut parler de l'âge adulte, après on peut parler là, et puis après... Voilà, c'est peut-être que du coup, une certaine... ce que vous avez initié dans votre travail, finalement, peut-être entre dans les écoles aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Et ça a mis énormément de temps. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait un temps d'obsolescence. Pendant un certain temps, j'ai été rejeté, et violemment rejeté, parce que j'ai été quand même attaqué au pénal par l'ordre des architectes pour port abusif du titre. Donc, voilà. Et après, j'ai lentement remonté la pente, parce qu'il y avait des choses visibles. Donc c'est pour ça qu'il faut passer à l'acte. Il y a des choses visibles qu'on commence à dire, tiens, il peut y arriver. Et un jour, tout est apparu, on dit, tu aurais pu nous prévenir quand même. Je dis, ah oui, mais voilà, il fallait me regarder. Donc c'est pour ça que j'ai donné tout à Abdelkader, parce que je pense qu'Abdelkader... c'est assez intéressant parce que quand il a pris la direction du Frac Centre, le Frac Centre est une des 3 collections d'architecture au monde. Mais elle a une architecture de papier, comme on dit. Elle a une architecture manifeste, une architecture radicale et de papier. Elle a, pour ainsi dire, pas d'architecture construite. Et quand il est venu me voir, il me dit, moi j'aimerais compléter cette collection par une architecture qu'on a considérée à un moment donné comme n'étant pas de l'architecture, mais qui est une architecture construite, qui est un manifeste construit. Et c'est assez drôle parce que quand il a fait l'exposition et le vernissage, j'ai rencontré des gens que j'avais connus en 63. Vous vous rendez compte ? Et c'est des gens, des Espagnols. J'avais une photo, j'étais en photo avec un mec brun, je ne sais pas qui c'était, il me dit c'est moi qui suis sur la photo. Donc c'était 63 l'année dernière quand même. Et c'est drôle parce qu'il y a eu à un moment donné comme ça, en Europe ou dans le monde, des gens qui ont contesté, et en contestant, on s'est isolé. Dans d'autres mouvements, ça a peut-être marché en littérature, en peinture et tout. Mais dans l'architecture, la corporation a isolé. Elle nous a totalement isolés. Et donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'en effet, il y a peut-être un sursaut de ceux qui ont été isolés. Et il y a peut-être, en effet, parmi vous, des gens qui considèrent que la question, elle était peut-être quand même à analyser. Et peut-être aujourd'hui, elle est à prolonger, quoi. Non, l'idéal, il faudrait qu'on la prolonge. Elle est, à mon avis, la voie est ouverte. Pour toute formation confondue. Toute formation confondue. Parce qu'on n'a jamais été dans une société aussi spécialisée, aussi isolée, et avec disons, avec aucun sens, on pourrait dire, pour utiliser une expression populaire. Il n'a plus de sens. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est Don Quichotte, voilà, il faut y aller. Je vous propose maintenant de vous servir à boire. S'il y en a qui veulent faire des livres, des livres. Il faut qu'on en fasse une Sinon, ensemble. un verre de l'eau, parce qu'ils doivent mettre tout. Je reste à l'eau. Et il a l'occasion d'expérimenter l'architecture à travers Merci beaucoup. les restaurants des trois gros. Non, merci. Pas vrai. Merci. Je suis là. Ah bon? On est allé à la brasserie, j'ai pas le nom. Petit saut avec La Grenouillère? Ouais, non, pas la Grenouillère. Ah, quelle marque? Non? Non, pas la brasserie. Anecdote? Sûrement, il est pas qui. Non, ça me fait plein. Oui, il y a deux petits pavillons dans le jardin et il y a une bâtisse. Votre ami, il est allé un petit justement peu. là, Oui. l'histoire. Ah, le colombier. Oui, voilà, c'est ça. La colombier colombier. C'est une belle expérience. C'est bien qu'il ait laissé tout, que vous ayez tout pris. C'est formidable et que ce ne soit pas Vous êtes dispersé. des amateurs de... Ah, moi, c'est quand je suis de bouffe. Bah oui, bien sûr. Ça sert à rien. Et bien Ah, il faut que tu ailles à ce moment-là à la Grenouillère. C'est prévu. Hein, C'est prévu et le week-end prochain, je vais aller voir le Zingaro. À l'expo. Ah, la Grenouillère, si tu vas, tu te recommandes de moi et tu prends une hutte. Parce qu'il y a des chambres d'expo. Laquelle? C'est où? Peu importe. Peu importe. Non, tu peux prendre n'importe quelle hutte. Comment? Non, parce que là, avec son copain, ils font les grands restaurants. Oui. Ah oui. Chez Trois Gros, et là, ils vont chez Alexandre Gauthier. Bon, bah écoute. Bah merci en tout cas. Bonne soirée. Alors. Merci Bon de votre anniversaire. architecture, c'est Alors. toujours un plaisir. Eh Oui, enfin c'est toujours quelque chose qui enrichit aussi. Ah, merci. C'est bonne soirée. Et toi, t'es archi. Ils sont dédicacés. Ça a été, D'accord.